Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Affaire Émile, affaire Idriss, affaire SOS Éducation. Le pouvoir et les médias sont-ils en train de censurer comme jamais les opposants? Avant de répondre à cette question et traiter de nombreux sujets d'actualité, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de me consacrer essentiellement à la réinformation en me finançant à l'aide de ces merci rémunérateurs. Aujourd'hui sont à l'honneur Jojo Riri, Claire Diploc et Luc Tubiana. Merci à eux du fond du cœur. Et je tenais à vous remercier particulièrement aujourd'hui tous ceux qui lèvent le petit pouce, ceux qui m'écrivent des gentils messages et ceux qui diffusent sur d'autres réseaux sociaux. Car, vous l'avez compris à travers mon titre, nous sommes victimes des shadowbans et autres censures. On a vraiment besoin de vous. Je vais commencer par le premier titre, l'affaire du petit Émile. Je ne voulais pas traiter ce sujet parce que j'avais peur de ne pas avoir les mots exacts et puis je n'aime pas les faits divers. Et aujourd'hui, ce n'est plus un fait divers, c'est un fait de société. Et comme j'observe les médias, eh bien, j'entre en scène. Et pourquoi je dis cela? À cause de cette intervention de Bernadette la Sauvage. Ce ne sont pas des catholiques ordinaires, extrême droite. Rien ne sera épargné aux parents du petit Émile. Voilà les experts de l'IB, de l'aberration plus exactement, qui accablent une nouvelle fois cette famille qui souffre déjà tant. Normalement, devant un tel drame, devant un tel chagrin, on se tait. Et lorsqu'on est chrétien, on prie pour la famille. Qu'avons-nous assisté? Eh bien, à une véritable chasse à l'homme. Pour quelle raison? Parce que la famille était catholique. Comme si, lorsqu'on était catholique, on était un citoyen de seconde zone et qu'on n'avait pas le droit au respect et au recueillement. Je n'avais pas véritablement les mots pour exprimer ma colère devant une telle situation, mais Gabriel Cluzel a écrit un très beau texte dans Boulevard Voltaire dont je vais vous lire quelques extraits. L'objectif premier de Colomban et Marie, quand ils se sont livrés au journaliste Samuel Pruvot, n'était pas de régler des comptes, ce sont les parents du petit Émile. Pour les besoins de l'enquête, on leur avait demandé au début de garder le silence, mais ils voulaient à présent exprimer leur reconnaissance, dire merci à tous ceux, en France comme à l'étranger, qui les avaient entourés de leur soutien, de leur aide, de leur affection, de leurs gentils mots, de leurs prières. Une immense vague de compassion qui les a touchés au cœur et émus aux larmes. Parfois, nous sommes submergés par le chagrin et l'angoisse, confie-t-il. On désespère un moment et ensuite on est comme soulevé par l'espérance à cause d'une lettre ou d'un signe qui nous touche. C'est pourtant une attitude qui serait normale, une lettre, un signe, une prière. Mais voilà, certains se sont comportés de manière ignoble. Certains médias se sont permis de raconter n'importe quoi sous prétexte que nous étions cathos. Un exemple, la supposée découverte soudaine d'une réunion de famille pendant les faits, suggérant insidieusement un sordide drame familial. Il s'agissait des frères et sœurs de Marie, habitant encore chez leurs parents, une famille nombreuse sous le même toit, c'est tout. Ils confient avoir été blessés par ces inepties proférées sur leur compte et sur celui de leurs parents avec lesquels ils restent soudés. Il a fallu beaucoup d'inhumanité à certains pour se moquer de la disparition d'Émile et pour d'autres s'en réjouir sur les réseaux sociaux à cause de nos opinions réelles ou supposées, déplore le jeune père. L'entretien est pour eux l'occasion de rétablir la vérité. Ils ne vivent pas en autarcie, ils ne sont ni fachos, ni intégristes, ni sectaires, ni illuminés. Quoi d'autre encore? Oui, pour certains, l'indignité est une véritable marque de fabrique. À l'ère des fact-checkers pointilleux, traquant chez leurs confrères le moindre mot de travers et le point-virgule mal placé, aucune leçon n'a été tirée du désastre de l'affaire du petit Grégory. Les faits sont bien sûr différents, mais il y a beaucoup de similitudes et notamment le comportement abject de certains journalistes. Et dans quel quotidien ? Dans Libération, bien évidemment. En juillet 1985, Marguerite Duras, tout en prétendant justifier l'infanticide de Christine Villemain, sublime, forcément sublime. À cette époque, c'était l'aspect lutte des classes qui excitait la presse de gauche et l'occasion de faire un monstre d'une mère au centre par nature de la famille, de l'institution qu'ils exècrent. Que la police et la gendarmerie s'intéressent à la piste des proches, c'est tout à fait normal. Mais que la presse s'en serve pour écrire des indignités, c'est insupportable.
Mais vous savez ce qui me révolte le plus? C'est que ces journalistes qui écrivent de telles horreurs viennent ensuite sur les plateaux de télévision, après nous avoir bien montré leur visage haineux, nous donner des leçons de morale. Oui, nous serions des complotistes ou d'extrême droite, mais qu'ils balaient devant leur porte, les journalistes de l'aberration. Et de temps en temps, ces journalistes de gauche apparaissent tels qu'ils sont, c'est-à-dire pas très malins. J'aimerais comprendre ce que signifient exactement les propos de Julia Cage sur France Inter. Elle a son petit commentaire sur le changement de ligne éditoriale au JDD. Le pouvoir en place n'a rien fait et laisse faire comme si l'indépendance des médias et la qualité de l'information ne faisaient pas partie de ses préoccupations. Mais quel aveu, Julia! Enfin, vous êtes en train de nous expliquer que les lignes éditoriales des journaux doivent être sous la tutelle et le contrôle du gouvernement? Mais l'époque que vous devez regretter, c'est celle de la Pravda de l'Union soviétique. Et puis, vous confirmez ce que nous disons sur ce plateau depuis très longtemps, le service public est bien sous le contrôle du gouvernement. Vous en êtes une très belle illustration. Et vous savez également que la presse aux ordres a pour objectif de détruire tous les opposants d'Emmanuel Macron. Il suffit que quelqu'un ait du succès, et là, c'est la campagne de presse contre lui. C'est ce qui est en train d'arriver à Idriss Aberkane, et c'est l'Express qui, une fois de plus, l'agresse. Thèse d'Idriss Aberkane à Polytechnique, il y aurait plagiat, il faudrait donc lui retirer son doctorat. Cette histoire est dans une certaine mesure très ironique. Vous aviez un réseau qui est généralement très proche de Schiappa et compagnie, j'en ai parlé suffisamment, les NoFakeMed, qui était chargé de salir le professeur Raoult ou Idriss Aberkane. Et ils avaient une affirmation, ces NoFakeMed, c'est de dire qu'Idriss Aberkane n'était pas titulaire d'un doctorat de Polytechnique. Dans une certaine mesure, l'Express vient confirmer qu'en effet, Idriss Aberkane avait bien un doctorat de Polytechnique. Ensuite, il y a la méthode, ce qu'on appelle la barbouzerie. Lorsque vous êtes un opposant d'Emmanuel Macron ou d'autres, vous avez donc des officines, des scientifiques qui lisent tout ce que vous avez écrit pour trouver des angles d'attaque. Ensuite, ils montent une campagne de presse. Cela se traduit évidemment devant les tribunaux. Vous gagnez contre cette diffamation, mais pendant un laps de temps, vous avez votre honneur qui a été souillé. C'est la technique manifestement qui est utilisée. Pour quelle raison? Je rappelle que c'est un doctorat de Polytechnique. Idriss Aberkane avait donc un directeur de thèse qui lisait ce qu'il écrivait. Donc s'il avait commis ce genre de choses, son directeur de thèse lui aurait pointé du doigt les passages incriminés. Et puis après, il est passé devant un jury. Est-ce qu'ils sont en train de nous dire qu'à Polytechnique, il n'y a pas de bon directeur de thèse et qu'il n'y a pas des jurys vigilants? De qui se moque-t-on? Non, ce n'est évidemment qu'une campagne de presse, comme elles ont été menées contre Raoult et Péronne, contre Idriss Aberkane. Et pour quelle raison? Bien, c'est peut-être à cause de cette raison. Il a énormément de succès. Et notamment, Idriss Aberkane donne la parole à des opposants d'Emmanuel Macron. Et vous vous doutez bien que le journaliste qui cite ce type d'article n'est pas tout à fait inconnu. Regardons de qui il s'agit. Ah, il s'agit de Victor Garcia, celui qui a défendu les laboratoires pendant toute la période de la pandémie, celui qui a diffamé plus d'une fois Idriss Aberkane, et Idriss Aberkane lui avait demandé un droit de réponse, ce qui avait été fait. Lors de l'entretien, Idriss Aberkane a mis une véritable fessée scientifique à Victor Garcia. Et il se venge, il continue le harcèlement contre Idriss Aberkane. Et oui, article signé par Victor Garcia qui n'a évidemment aucun compte à régler avec Idriss Aberkane. C'est ironique, bien évidemment, vu la raclée qu'il a prise durant cette interview que vous voulez passer sous silence. Pas de bol. Je vous mettrai le lien dans la vidéo. Et à qui appartient donc l'Express? Vous le savez, c'est au groupe Altis, c'est Drahi qui dirige le groupe Altis. Drahi, c'est ce PDG endetté de 60 milliards qui est accusé de corruption au Portugal, qui va être certainement obligé de vendre certains titres de presse. Est-ce qu'il rend quelques services à Emmanuel Macron? Je vous laisse seul juge. Mais vous connaissez Idriss Aberkane, c'est un guerrier, il portera plainte. L'école polytechnique n'a toujours pas digéré que je porte plainte contre elle pour des crimes passibles de la cour d'assises. Je rappelle donc ce tweet qui n'a pas pris une ride et me réjouis d'avance de la folie désespérée que viennent de manifester les suspects dans une certaine presse déjà condamnée par ailleurs pour diffamation.
Quand vous savez que Schiappa a échappé à un procès, lorsque vous regardez ce gouvernement de corrompus, quelle est la priorité de cette presse aux ordres? Taper sur les principaux opposants à Emmanuel Macron. Quelle est la technique utilisée? La rumeur. Médisez, médisez, il en restera toujours quelque chose. Ils sont infects. Et vous n'avez pas que la presse qui est au service d'Emmanuel Macron, vous avez aussi certains grands corps de l'État. On vient de l'apprendre, en tout cas je viens de l'apprendre, le Conseil d'État valide les sanctions contre CNews suite à des propos tenus par Christian Péronne et Yvan Ruffiol. En France, en 2023, un des plus grands médecins français n'a pas le droit de donner son avis sur une maladie, des vaccins, sur ordre de l'administration. C'est une censure abominable. Et oui, le Conseil d'État maintient les sanctions prises par l'Arcom contre CNews. La chaîne aurait remis en cause le consensus scientifique lors d'interviews controversées de Christian Péronne et d'Yvan Ruffiol. Le consensus scientifique, c'est l'expression évidemment d'un pouvoir totalitaire. Ce gouvernement n'a plus que la censure et la répression pour se maintenir en place. Le moindre espace de liberté et de débat doit être supprimé. Voyez ce qui est arrivé à Nicolas Meillan, il n'en revient toujours pas. Pour la première fois de ma vie, une conférence à laquelle j'avais été convié pour débattre de la réforme du marché européen de l'électricité a été annulée à cause de ma présence, après le veto d'un cabinet ministériel. Il est loin le temps du pays des Lumières. Nicolas Meillan aurait certainement rappelé les responsabilités d'Emmanuel Macron dans le désastre énergétique français. Je vous renvoie à mes autres entretiens. Et lorsqu'il ne s'agit pas d'un économiste, c'est une association. Regardez la mésaventure qui arrive à SOS Éducation, qui se bat pour nos enfants. Le gouvernement tente de les faire disparaître avec une amende dingue, procès à la clé. Vu les menaces sur nos enfants, nous devons les aider dans la mesure du possible. Alerte urgente, SOS Éducation ne doit pas disparaître si on ne se mobilise pas. D'ici la fin de l'année, l'administration aura réussi son objectif, faire taire son opposition temps vital pour les enfants. Sur cette chaîne, on connaît bien SOS Éducation, je leur ai souvent donné la parole à travers des tweets ou la lecture d'articles parce qu'ils sont en première ligne contre le wokisme et évidemment, ils critiquaient très sévèrement la politique de Pape Ndiaye. Et là, une amende d'1,5 million. Est-ce un pur hasard ? Je pense que vous avez la réponse. Dans le détail, de quoi s'agit-il? En juillet 2022, SOS Éducation a dû régler l'amende infondée que le gouvernement, donc les services du gouvernement, lui ont infligée. 1 500 000 € d'amende, un fait du prince que SOS Éducation conteste et dont le fondement juridique est plus que bancal. Un montant astronomique calculé sur la totalité des déductions fiscales dont auraient conditionnel bénéficié nos donateurs entre janvier 2015 et juin 2019, en préférant donner à SOS Éducation plutôt qu'à l'État une partie de leur impôt. Alors bien sûr, tous les donateurs n'ont pas fait valoir ce droit à défiscaliser, ce qui explique qu'en plus d'être infondée, cette amende clairement excessive est irrégulière. C'est pourquoi en janvier 2023, les caisses de SOS Éducation vidées par ces services, donc, notre affaire a pris le chemin des tribunaux. Nous avons bon espoir de gagner, mais le verdict tombera peut-être dans 5 ans, 6 ans peut-être. Est-ce que SOS Éducation pourra tenir autant de temps? C'est toute la question. Censure, répression, amende, est-ce que nous sommes encore dans une démocratie? Je vous laisse la réponse. SOS Éducation doit tenir, mais ce sont l'ensemble des Français qui doivent tenir, qui doivent supporter les conséquences de la politique d'Emmanuel Macron. Même BFM TV est obligé de l'avouer avec des euphémismes, mais les choses sont là. Grégory Carré, directeur de l'Observatoire de consommation UFC Que Choisir. Il y a un tsunami de déconsommation, une baisse en volume dans l'alimentaire inédite. On se prive de viande, de produits d'hygiène, on ne part pas en vacances. Pressentiment qu'il va se passer économiquement quelque chose de grave. Emmanuel Macron entraîne, vous le savez, le pays en faillite. Et lorsqu'on interroge les Français sur sa capacité à changer le cours des choses, l'État en fait-il assez pour lutter contre la criminalité liée à la drogue? 92% des Français disent non, avec plus de 86 000 votants.
personne n'a plus confiance en Emmanuel Macron. Ah si, il y a quand même des gens qui n'hésitent pas à rencontrer le chef d'État, malgré la censure, la répression, la perte du pouvoir d'achat des Français, la faillite économique. Eh bien, certains font comme si tout allait bien. Rencontre des chefs de parti avec Emmanuel Macron en direct. La réunion est terminée, la gauche se dit déçue, le RN parle de débat franc mais sans conclusion. À l'issue du rendez-vous à huis clos à la maison d'éducation de la Légion d'honneur de Saint-Denis, donc hier soir, le gouvernement tiendra le 6 septembre un séminaire de suivi pour évaluer les propositions faites. Les partis d'opposition n'ont pas honte de collaborer avec Emmanuel Macron qui a mis la France dans cet état. Et Emmanuel Macron va évidemment proposer un gadget qui va lui permettre de gagner du temps au temps. Allez, on regarde dans le Figaro ce matin, ça y est, bingo. Macron a réuni pendant 12 heures les chefs de parti à Saint-Denis et validé le principe d'une conférence sociale. Encore un gadget qui ne sert strictement à rien, si ce n'est d'abuser les Français. On se rappelle qu'il y avait les cahiers de doléances des Gilets jaunes. Rien. On se rappelle du bilan des 100 jours. Il ne l'a même pas fait. On se rappelle de Renaissance l'année dernière à la rentrée. Ça devait dynamiser la vie politique de la France. Rien. Encore un gadget et les partis d'opposition jouent le jeu du chef de l'État. Mais de quoi ont-ils peur? Je crois que j'ai donné la réponse dans de nombreux numéros. Parce qu'Emmanuel Macron est véritablement au fond du trou. À chaque fois qu'il va en Afrique, eh bien, ça ne porte pas bonheur au président qu'il rencontre. Je pense par exemple à Ali Bongo au Gabon. Après le Mali, le Niger, c'est au tour du Gabon, ce que nous savons de la situation. Des militaires ont annoncé mercredi mettre fin au régime en place, un coup d'État visant le président sortant Ali Bongo. Juste après l'annonce officielle en la nuit de la victoire d'Ali Bongo avec 64% des suffrages, un groupe d'une douzaine de militaires est apparu sur les écrans de la chaîne de télévision Gabon 24. Nous, forces de défense et de sécurité réunies au sein du comité pour la transition et la restauration des institutions, au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place, a annoncé un de ses militaires. C'est la consternation évidemment au Quai d'Orsay, en France. Certains n'hésitent pas à accuser Emmanuel Macron d'incompétence. Commentaire d'un diplomate français après le coup d'État au Gabon. On reproduit à chaque fois le même logiciel. Nous savons ce qui est bon pour l'Afrique, c'est de la photo russe. Il y a les démocrates et les putschistes. On est dans l'aveuglement et le déni de réalité. À cause de qui? À cause d'Emmanuel Macron, bien évidemment. Je voudrais mettre mon petit grain de sel. Cela fait 30 ans qu'il y a des notes de la DGSE et du Quai d'Orsay expliquant que les Africains ont un véritable désir d'indépendance, qu'il faudrait accompagner ce désir d'indépendance, que nous pouvons leur apporter quelque chose, mais les technocrates qui ont été nommés par Emmanuel Macron, qui ont la même approche absurde, eh bien, ont largement contribué à ce chaos. Ce qui nous rassure, c'est ce que nous dit David. Gabon, la fête de tout un peuple. Évidemment, nous sommes de tout cœur avec les patriotes gabonais. Je vous garantis que quand on aura viré Macron, les Français fêteront ça au moins 3 jours sans s'arrêter. Oui, parce que nous n'aurons plus ce genre de personnage au gouvernement. Éric Dupond-Moretti, vous vous en souvenez de l'affaire d'Aurillac dont je vous ai parlé il y a quelque temps? Lorsqu'il était dans la salle, il arrive à dire cette chose, alors qu'il y avait eu des féministes au sein nu. « Je constate que parmi les journalistes femmes qui m'ont interrogé, personne n'était devant moi les seins nus. Il ne faisait pas assez chaud, hein ?» Est-ce que quelqu'un peut rappeler à Dupond-Moretti qu'il est garde des Sceaux, que sa fonction exige de la gravité, de la sérénité, de la hauteur de vue, et que lorsqu'il parle, il doit éviter des plaisanteries qui sont déjà de mauvais goût sur le plateau d'Hanouna. Consternant, à l'image évidemment de tout le gouvernement d'Emmanuel Macron. Nous allons maintenant ouvrir la page internationale. Hervé Carès nous présente une publicité qui conforte ce que nous disions des pertes ukrainiennes. L'opérateur ukrainien Kyivstar a maladroitement diffusé une vidéo d'hommage aux héros morts pour l'Ukraine. Ils ont donc envoyé un message avec le mot « Merci » au numéro des soldats qui sont tombés. Il y aurait donc 400 000 héros. Face évidemment à ce bilan macabre, la publicité a été supprimée. Quant au Figaro, il nous dit ce que nous savions également, c'est-à-dire que la Russie fait de son miel des sanctions. L'Europe dépend plus que jamais du gaz naturel liquéfié russe.
Dans ces conditions, nous comprenons mieux, avec la croissance au deuxième trimestre pour la Russie qui est tout à fait exceptionnelle, que le président Vladimir Poutine n'est pas pressé de la levée des sanctions. Le chancelier allemand Scholz s'en étonnait. C'est donc une double victoire qui se profile pour le président russe. Une victoire militaire, je vous en parlerai demain, et une victoire économique, là, elle ne fait aucun doute. L'économie européenne s'est littéralement effondrée alors que l'économie russe décolle. Et dire que nous avions un ministre de l'économie qui voulait mettre la Russie à genoux. Le seul moyen de mettre l'économie russe à genoux, c'est de nommer Bruno Le Maire ministre de l'économie russe. Nous allons maintenant passer aux États-Unis. Tucker Carlson s'inquiète. Il pense que la vie du président Trump est en danger. Ils ont décidé qu'il y avait quelque chose chez Trump qui les menaçait tellement qu'ils ne pouvaient tout simplement pas l'accepter. J'espère que la crainte de Tucker Carlson est infondée, mais seul l'avenir nous le dira. Allez, on va terminer ce journal par un trait d'humour, une petite dédicace à certains hommes politiques qui collaborent avec Emmanuel Macron ou certains électeurs. Oh, c'est un peu d'humour. J'ai voté Macron pour faire barrage. J'organise un dîner mercredi, ça vous intéresse ? Voilà, j'espère que vous avez aimé cet entretien, que vous le soutiendrez, que vous le diffuserez sur d'autres réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.